Je m'appelle Ludovic, je travaille depuis... Bon, ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps que je travaille chez Mozilla, mais ça fait pas longtemps que je travaille chez IT. Donc je vais vous raconter à peu près pourquoi on a un IT, à quoi il sert, parce qu'en fait, quelque part, nous, on est un software vendor. Donc on produit un logiciel et on le donne gratuitement à tout le monde. Et plus il y a de monde qui l'utilise, et plus on est content. Donc en fait, on va commencer par là, c'est faux. C'est pas un logiciel qu'on produit, mais c'est 3 ou 4, ça dépend comment on compte. On a un navigateur pour portable, on a un OS pour portable, on a un client mail si on compte qu'on le produit encore. Et ouais, c'est ça, les vrais trucs qu'on produit. Puis après, sur le côté, on fait d'autres trucs dans le web en direction de l'éducation, mais c'est pas vraiment comme ça. Donc la grosse partie de ce qu'on fait, c'est construire du logiciel. C'est-à-dire on compile, et on maintient ce qu'il faut pour qu'on compile. C'est-à-dire on maintient des OS. Comme on est multiplateforme, il faut qu'on compile sur Windows, il faut qu'on compile sur Mac, il faut qu'on compile sur Linux. Et si on prend le temps, les projets ils compilent sur AX, ils compilent sur des trucs qu'on ne trouve plus, mais ils doivent encore compiler. Mais nous, on compile que sur ces 3 grosses plateformes. Donc pour compiler sur ces 3 grosses plateformes jusqu'en 2013, c'était tout dans notre data center. Donc on avait une rack. En fait, on avait des Mac mini, et les Mac mini faisaient tourner Windows, Linux et OS X, et on compilait avec tout ça. Et puis en 2013, il y a quelqu'un qui a fait la remarque, mais on n'arrive pas à compiler assez vite. On est trop lent à compiler parce qu'en fait, quand on compile, on compile, puis derrière, on lance 3 ou 4 000 tests pour voir. On lance 3 ou 4 000 tests pour voir que ce qu'on a compilé, il n'y a pas de régression. Ça marche toujours comme ça marchait avant. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, mais avec le gestionnaire de version qu'on utilise, on pourrait peut-être tricher un peu, et puis les gens qui committent, ils pourraient essayer avant pour voir si ça casse tout quand leur patch il a été... Donc la manière dont on fait un patch, la manière dont on construit nos logiciels, c'est, voilà, on crée un patch, il y a un ou deux reviews dépendant de quand est-ce qu'on regarde dans le temps. Une fois que ça a été approuvé, on commit. Malheureusement, on s'est quand même rendu compte que 3/4 du temps, le gars il avait testé sur Windows, mais il n'avait pas testé sur les autres plateformes, donc quand on committait, ça cassait quelque chose. Donc, aujourd'hui, pour que les développeurs ils aient une image assez précise de l'effet que leur patch va avoir, la première chose qu'ils font, c'est ils committent sur try. Donc c'est un repository qui sert qu'à tester. Et ça lance une série de builds, et à la fin des builds, 2-3 heures plus tard, ils reçoivent un mail en disant « Waouh, t'as fait ton commit, c'est ouvert, c'est bon ». Donc une fois qu'il a commité dans try, on peut faire... pareil, on a quelques branches avant la branche finale. On a des branches d'intégration pour l'UX, on a des branches d'intégration pour certains trucs pour pas que ça casse tout. Et donc en fonction de ce qu'ils veulent, on peut, avant qu'un patch arrive dans le produit, il peut avoir été compilé un certain nombre de fois. Avec ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand le développeur a fait son commit, son mindset il change. Et il n'est plus là à penser, tiens, j'ai fait ça, il passe à autre chose, il passe à son prochain patch. Et quand il reçoit le mail qui lui dit, ça a cassé ça, ça a cassé ça, plus le temps est court, mieux c'est pour le développeur et mieux c'est pour le produit. Donc en 2013, il y a la partie de notre infra qui fait de la compilation qui a dit on va arrêter de compiler sur des Mac mini sauf pour Mac parce qu'on a un problème du hardware lié, des licences logicielles liées au hardware. Par contre, pour Windows et pour Linux, on va les regarder chez Amazon parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et on va pouvoir scaler, on va pouvoir suivre la demande. En gros, avant, on avait une ferme de machines, puis comme 90% des gens qui vont faire des commits, ils travaillent au même endroit. Puis ceux qui ne travaillent pas au même endroit, de toute façon, ils sont dans les mêmes tranches horaires quand ils committent parce qu'ils font ça sur leur temps libre le soir. Donc, en gros, tout le monde compilait au même temps. Donc, ça nous faisait des
Voilà, ça nous faisait des jolies cloches pour la compilation. Et donc on s'est dit, bon, on va voir, il y a Amazon, là, ils vendent ce service où on peut faire de l'EC2, on peut faire de la compile tranquille. On a mis ça en place et on a viré 90% des machines qu'on avait dans notre data center, comme ça. Puis après, on a reçu la première facture d'Amazon et on a fait « Au secours !» Et là, il y a un gars qui a dit « Ouais, mais regarde, il y a une option là, on peut acheter des trucs pas chers si on fait les bons bids. » En se disant que si on perd une machine parce qu'elle est en train de compiler, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye plus cher, c'est pas bien grave. Et donc, il y a des gars qui ont écrit quelques scripts pour voir comment on allait faire pour bider pas trop cher. Et en fait, donc on s'est retrouvé aujourd'hui, la plupart. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? On a notre Mercurial qui est dans notre data center parce que il y a des choses sur le Mercurial qui sont pas publiques. Il y a de temps en temps un patch de sécurité. Voilà, il est là, mais on le montre pas tout de suite parce que on va pas foutre la grouille. Sur ce Mercurial, on fait des bundles. Les bundles, ils sont distribués dans les 2 régions Amazon où on produit, où on construit. Les builds sont construits, ils reviennent au data center, ils sont signés au data center, que nos clés, on sache où elles sont. Nos clés sont au data center et pas ailleurs. Et une fois que les produits ont été signés, on les distribue sur 3 CDN. Historiquement, avant, on avait des miroirs, donc on faisait un push to miroir, et donc gentiment, on poussait ça à l'OSL de l'Oregon, et ensuite ça se copiait et ça mettait jusqu'à une dizaine d'heures pour être globalement distribué sur le monde. Et donc ça nous posait des problèmes. Ça nous posait des problèmes en termes des problèmes de sécurité, parce qu'il y a certaines releases qu'on fait où il faut que le temps pour l'utilisateur de faire la mise à jour soit le plus court possible. Donc avec les CDN, on a réglé ce problème-là. Ouais. Niveau coût, niveau infrastructure, peut-être l'infrastructure de miroir que vous aviez. Ça ne nous coûtait rien les miroirs. C'était zéro. C'était les universités qui nous. En fait, et ça posait un autre problème, c'est qu'en gros, en France, tu avais un miroir à LIP6, tu avais un miroir à machin. Mais tu n'avais pas de miroir chez Orange, tu n'avais pas de miroir chez Free, tu n'avais pas de miroir chez OVH. Là où les gens y sont pour tirer. Donc ça ne nous coûtait rien. Donc là, ça nous a induit un coût, mais le coût, il a été couvert par le fait que l'utilisateur final, au lieu de mettre 1 heure pour télécharger le patch de 5 mégas, il mettait 5 secondes. Par le fait que quand on fait un push au CDN, c'est instantané. Enfin, ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie produit qui est visible pour tout le monde. Pourquoi 3 CDN juste 1 Pour une meilleure, parce qu'on est un produit global. Et qu'en fait, tu as CDN 1, et je ne vais pas donner le nom parce que je ne le sais pas, mais CDN 1, il couvre bien l'Europe. CDN 2, il couvre bien l'Asie-Pacifique, et CDN 3, il couvre bien l'Amérique. Et pourtant, on a des problèmes avec certains CDN qui n'ont pas l'air de couvrir grand chose bien. Et je vous pose la question je peux te dire, je peux te dire lesquels, mais de tête, je ne sais pas. D'accord? Le process de décision miroir versus CDN, c'est quelque chose qui a été public ou pas? Je crois que non. Je crois que non. Je ne sais pas. À l'époque, j'étais pas dans IT. J'étais en train de faire du Thunderbird et à faire que il y ait plus de bugs dans le bordel. Donc, je sais pas. Donc ça, c'est une grosse partie de IT qui est aujourd'hui chez Amazon et dans notre DC pour la partie Mac. Voilà. Et le reste de IT, c'est quand même encore 2 ou 3 000 serveurs. Et là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que vous pouvez bien foutre avec 2 ou 3 000 serveurs? Ça compte pas les portables des développeurs. Non, c'est juste les serveurs, les 2 ou 3 000 serveurs. Voilà. Donc on avait 2 ou 3 000 serveurs répartis dans 2 data centers. 4. Alors, il y avait 4 data centers. Il y avait un à Amsterdam, un à Phoenix, un à Santa Clara et un à Pékin. Celui à Pékin, il sert juste pour que les gens qui travaillent à Pékin puissent accéder aux ressources. En gros, il sert pour avoir des
des proxys pour le mail, des proxys pour tout un tas de trucs, pour que les gens qui sont dans notre office, que les gens qui sont dans notre bureau à Pékin puissent joindre le reste du monde et bosser, sans se faire chier avec le firewall de Chine. Mais on l'a enlevé puisqu'on n'a plus grand chose et c'est les derniers services dont ils ont besoin, ça fonctionne. On avait 3 ou 4 machines à Amsterdam. Il y en a un, c'était un serveur pour les miroirs. Comme on a viré les miroirs, on l'a viré. On avait un serveur IRC, mais comme on a changé de serveur d'architecture pour IRC, on l'a viré. Donc on a fermé Amsterdam. Et là, on est en train de fermer Phoenix. Et on est en train de... Tout ce qui est à Phoenix, ça revient soit dans SCL3, soit dans Amazon. Donc la manière dont on est en train de le fermer, on doit le fermer d'ici la fin du mois. Il y a déjà la moitié des machines qui sont parties. Et les machines, la manière dont on gère la fermeture du data center, c'est la première chose qu'on fait, c'est les machines physiques qu'on peut, on les rend virtuelles. Et ensuite, on a une double couche virtuelle. Donc on a c'est du VMware, on a une couche VMware. On virtualise dans cette couche VMware, on fait tourner 2 autres couches VMware qui ne sont pas la même version. Une qui s'appelle SL3 pour notre data center de Santa Clara et une qui s'appelle PHX1. Donc en fait, les machines physiques, elles se retrouvent imagées dans la machine virtuelle de la machine virtuelle. Et quand on veut les faire basculer, on les fait basculer d'une machine à l'autre. Et c'est la machine du dessous qui gère le changement et ça marche très bien. Donc on est en train de fermer ça. Ça ne marche pas bien pour ce qui est réseau. Donc pour ce qui est, puis de toute façon, notre architecture réseau, elle est un peu pourrave parce qu'il n'y a rien de redondant en interne. Enfin, il y a des trucs redondants, mais ça ne marche pas très bien. Il y a des liens dans tous les sens. Et surtout, les gens qui gèrent le réseau, ils n'ont qu'un espace de travail, la prod. Ils n'ont pas de dev, ils n'ont pas de staging. Donc quand ils font des changements au réseau, c'est un peu, voilà, c'est un peu... Ouais, tiens, ce truc-là, je comprends pas. C'est bien pourri quand même la configuration réseau. Nettoyons. Ça sert à quoi ça? Voilà. Et ouais, c'est pas au niveau et les problèmes, c'est pas vraiment au niveau du câble, c'est plus au niveau des configs. Donc voilà. Donc ça, donc on est en train de fermer notre data center. On est en train de passer dans AWS. Dans AWS, on est en train de construire une archi pour faire les choses proprement, mais on a déjà une dizaine de projets qui tournent dans AWS qui ont été construits à l'arrache dans un coin et qu'il faut supporter. Et moi, je suis dans l'équipe qui supporte. C'est moins cher Amazon que le data center Comment dire? Ça dépend comment tu calcules. D'accord? Non, sérieusement, ça dépend. Ça dépend quel coût tu inclus dans ton calcul. D'accord? Si tu inclus les coûts de migration, non. Si tu inclus et pour certains projets, oui. Pour certains projets, le vrai gain. Donc en fait, nous, on n'était pas très chaud pour que ça parte, à Haïti, que ça parte chez Amazon. Mais en fait, le nouveau directeur qu'on a, il a dit, les gars, ce qui compte, c'est le coût. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût. Et je vais avoir un coût fixe sur l'année. Avec Amazon, ça nous permet de le faire. Pour la simple et bonne raison que quand il y a un projet qu'on a besoin de faire à l'arrache, parce qu'il y a quelqu'un qui a bêtement ouvert sa bouche à une conférence, qui a dit « Ouais, nous, on supporte Tor, on est cool avec Tor », qui revient et que ça fait du buzz en interne et qu'on dit « Ah merde, il faut qu'on fasse des relais Tor, où est-ce qu'on va les foutre ?» On a des machines. Ah ouais, il faut 3 mois pour commander les machines. Bon, tu vois, ce genre de problème-là. Donc, pour certains projets, ça va sur Amazon et ils nous le disent pas. Et puis à la fin, ils viennent nous voir et ils disent « Ouais, on a fait ce truc-là sur Amazon, on n'a pas suivi les architectures standards. » Tiens. Voilà. Mais là n'est pas mon propos. Donc en fait, les migrations propres vers Amazon, on a des gars qui sont en train de développer des scripts pour faire que ce soit propre et joli. Leur plan à long terme, c'est sur Amazon, on ne touche rien. Quand il y a une machine qui part en sucette, on la tue, on la relance, ça ne devrait pas être visible. S'il y a quelqu'un qui se connecte à une machine, si elle est compromise, on s'en fout, on l'éteint, on la relance. Et il ne devrait pas y avoir d'intervention humaine du tout. Donc ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Nubis, qui part dans tous les sens et qui est censé tout gérer, qui est open source et qui est disponible sur GitHub. Donc ça, c'est un des outils qu'on utilise. Je vais aussi parler des outils qu'on utilise. Je vais aussi vous parler des outils qu'on utilise. Donc en fait, j'étais en train de dire qu'on avait migré une partie des choses d'Amazon, mais pas beaucoup pour l'instant. On est en train.
Et on est en train de se rendre compte que en fait, c'est pas aussi magique que le VP. Le VP, on lui a vendu Amazon en disant c'est magique, simple, ça marche tout seul. Et ça coûte pas cher. Et là, le VP, il est en train de se rendre compte que, en fait, c'est pas si magique que ça coûte pas le prix qu'on pense que ça coûte, et les migrations à faire depuis ton existant, où tu savais comment ça marchait, où tu maîtrisais tout, tu te retrouves dans un environnement où tu maîtrises pas tout, et qu'il y a des choses que tu peux pas faire, et que c'est pas forcément aussi cool que ça, et que ça fait déjà quand même 1 an que tu as une équipe à temps plein qui travaille dessus, et que c'est toujours pas là alors que c'était censé être fait au bout de 6 mois. Tu as les problèmes humains que tu rencontres dans chaque projet informatique, que tu rencontres à partir du moment où tu as une certaine taille. Donc à partir du moment où une entreprise a une certaine taille, où elle a un certain vécu, un certain historique, et donc à partir du moment où tu n'es plus une start-up en gros, le facteur humain rentre dans tous les projets informatiques et fausse tout. Puis, ça va te fausser la vision du développeur qui va dire oui, ça va prendre 3 jours, du chef de projet qui va dire ah ouais, c'est bon, ça va prendre 3 jours et demi, et du VP qui dit ah, ça va rien coûter. Donc en fait, on gère ce genre de problème-là en même temps, en ce moment. C'est le grand truc qu'on fait. Donc en fait, je vais revenir à nos 2000 serveurs et vous expliquer pourquoi on a 2000 serveurs. Parce qu'en fait, quelque part, vous pourriez vous dire bon voilà, on a nos serveurs qui construisent Firefox, qui distribuent Firefox. Basta, vous n'avez pas besoin de plus, les gars. Non, bien sûr qu'on a besoin de plus. On a besoin... on est un projet ouvert, donc on a besoin de communiquer avec le reste du monde. Donc on a besoin d'un serveur pour faire des mailing lists. On a besoin d'un wiki pour pouvoir annoncer, même si on est très mauvais à faire nos annonces. Hein, ça fait quand même 2 ans que dès qu'on annonce quelque chose, on se met tous nos utilisateurs à dos. Mais on a un wiki, on est censé être ouvert, on est censé pouvoir faire ce genre de communication. On a un site de support. Parce que mine de rien, on a 300 millions plus d'utilisateurs. Et il y en a plein qui ont des soucis. Donc quand ils ont des soucis, il y a un petit truc d'aide, ils viennent voir. Et le truc de support, c'est assez interactif puisqu'il y a des gens qui répondent aux questions. Donc faut tenir la charge là-dessus. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a du marketing. Et puis on fait du data intelligence. On essaye de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent nos utilisateurs, combien on en a. C'est aussi important de savoir combien on en a. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Quand il y a un crash qui arrive, on le récupère pour pouvoir corriger les choses. Donc ça, c'est un certain nombre de serveurs. Donc ces serveurs-là, on les gère quand c'est du Red Hat qu'on fait tourner dessus. On gère la maintenance logicielle avec Puppet. Et la manière dont on fait ça, c'est on a un repo SVN avec tous nos modules Puppet et toutes nos définitions. Et toutes les 5 minutes, les Puppet Masters mettent à jour cette partie du module SVN et distribuent aux machines. Donc ouais. Du public le dépôt Puppet ? Non. Bah non, il y a des passwords dedans. Donc il n'est pas public. Par contre, c'est découpé en fait, mais il n'est pas public. Les passwords, ils sont en IRA et ils ne sont pas visibles, mais c'est mal découpé. Puis c'est de la merde en branche, puis on ne va pas montrer à chaque fois qu'on fait de la merde en branche. Par contre, il y a certains de nos modules, ils sont dispo. Ouais. Donc les modules Puppet qu'on a, on essaye d'être ouvert. Donc tout ce qu'on a, ouais, tu vois, ça. Ce gars-là, ça c'est des modules Puppet, ça c'est notre truc d'inventaire. Donc avec notre truc d'inventaire, on gère le DNS, on gère les machines. Qu'est-ce qu'on gère encore avec le DNS ? On gère tout un tas de dépendances. Et ça c'est le projet pour aller sur Amazon qu'on est en train de développer. Il y en a d'autres, j'ai pas eu le temps de tout chercher, tout trouver. Mais quand on fait un module Puppet et qu'il n'y a personne d'autre qui l'utilise, on fait un script pour faire de la supervision avec Nagios qui est pas sur Nagios Lab. Oui, on utilise Nagios pour surveiller nos machines. Que vous dire d'autre encore? Donc j'en étais, on a beaucoup de machines parce qu'en fait on a le cœur de métier de Firefox, c'est de Mozilla, c'est d'essayer de rendre Firefox attractif à nos utilisateurs pour pas qu'ils se barrent chez Chrome. Donc c'est le rendre stable, donc c'est gérer les crashs.
C'est quand tu n'es pas content dans Firefox, il y a une petite icône où tu peux dire ouais, je suis content, Firefox il a fait ci, Firefox il a fait ça. Ou je suis pas content, Firefox il a fait ci, Firefox il a fait ça. Quelque part, ça arrive chez nous et il faut qu'on le gère. Donc il faut qu'on le traite. Jusqu'à récemment, on avait 3 clusters Hadoop de 60 machines chacun. On n'en a plus qu'un parce que il y en a 2, on a dit finalement on n'a pas besoin de ces données-là. Et on fait, on n'a pas de lien direct avec nos utilisateurs. Jamais. Très peu. Le lien direct, c'est moi qui vais l'avoir quand je fais une conférence, mais vous n'êtes pas des utilisateurs normaux. Vous êtes soit des utilisateurs avancés, soit des gens qui comprenaient comment ça marche. Moi, je ne vais jamais voir la petite grand-mère qui clique sur ah, je vais sur Internet, je vais cliquer sur le renard, là, ça m'emmène sur Internet, et qui ne comprend pas ce qui se passe derrière. Donc on n'a pas ce lien. Le lien, on l'a toujours indirectement par des crashs, des stats, ou quelqu'un qui clique sur une icône et qui dit ah, c'est bien ça, ça a marché, ou quelqu'un qui vient nous voir sur support pour dire ah, je ne comprends pas. Voilà. Donc et derrière, il faut l'archi pour tenir ça. Donc j'ai dit qu'on utilisait Puppet pour nos machines. On utilise Ansible pour les configurations réseau. Et ça, on le fait depuis 3 mois. Donc le réseau, il date de 2006. On est en 2015. Avant, c'était pas versionné. C'était chacun faisait un truc dans son coin, en plus ou moins en documentant dans un bug, mais pas toujours. Et donc il y a un gars qui a rejoint l'équipe il y a 1 an. Et tous les samedis, il nettoie quelque chose dans le réseau. Et en 1 an, il n'a jamais rien pété quand il fait les nettoyages. Par contre, quand on fait les gros... Donc aujourd'hui, par exemple, je devrais bosser, mais je ne bosse pas. C'est cool. Et c'est un jour où on a aussi changé. Avant, c'était le bordel, c'était mode startup, mais à 1000 et à la taille qu'on a, on ne pouvait plus faire ça. Donc, il y a un jour par mois où on ferme le tree. I don't know how to say that in French. Où on ferme l'arbre, où on ferme Mercurial. Donc il y a un jour par mois où on dit les développeurs c'est bon, vous ne pouvez pas tester, vous ne pouvez pas compiler, vous ne pouvez pas faire de commit, vous pouvez pas. Si c'est pété, c'est de votre faute. Voilà, donc aujourd'hui c'en est une, et à ce moment-là, quand on fait ce genre de choses-là, ouais, là on fait des gros trucs sur le réseau. On a cœur de réseau 1 et cœur de réseau 2, et il y a 3 versions d'écart de différence sur les OS. On va mettre à jour, on va basculer, voir ce qui se passe. Tiens, on a mis à jour, mais c'est pas les mêmes confs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on découvre à chaque fois. Donc, il y a des moments, ça se passe super bien. Puis il y a des moments, il y a un truc qui merde. Et généralement, c'est au niveau du réseau, c'est pas ailleurs. On se retrouve, faut gérer. Mais de nos jours, ça arrive. C'est très rare que ça arrive plus dans nos fenêtres fermées. Donc c'est déjà plus tranquille pour nous. Donc on utilise de base, on est jusqu'à une certaine époque, on utilisait que des produits open source, avec que des solutions open source. Depuis 1 an ou 2, si c'est pas open source mais que ça fait bien le travail, on va le prendre et on va l'utiliser. Donc maintenant on a de l'open source, on a des closed source, on a de l'externalisé. On gère plus nos mails, c'est Google qui gère nos mails. Parce qu'il y a eu de la pression interne pour l'avoir, parce que les autres choses, il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait, c'est géré par la culture interne de l'entreprise, et la culture interne de l'entreprise, elle dépend beaucoup de ce qui se passe à San Francisco et autour de San Francisco. Alors que les employés qui sont en Europe, ils ont il y a plusieurs visions. Si tu parles à un employé de Mozilla qui travaille ici ou qui travaille là, il va te dire 2 choses qui sont complètement différentes, et au final, tu as le même produit. Donc, je reviens sur ça. Donc, il y a une culture dans la vallée, et dans la vallée, à un moment, tout le monde a dit c'est mobile, desktop, ça va mourir. Donc, nous, on a arrêté d'investir sur desktop, alors que c'était une vache à lait. Et pour ceux qui ne savent pas comment on fait de l'argent, je vais vous l'expliquer. Quand vous faites une recherche dans Firefox, en utilisant le petit coin de la recherche, la page qui va arriver, elle a des résultats, et il y a des résultats sponsorisés. Si tu cliques sur un des résultats sponsorisés, il y a une partie de l'argent qui revient à nous.
avec 300 millions d'utilisateurs qui utilisent le produit tous les jours, l'argent y rentre. Bon, c'est un peu un problème parce que il n'y a qu'une source d'endroit de l'argent. Le jour où le gars qui nous donne l'argent, je dis je veux plus vous en donner, on sera un peu dans la merde. Donc sur l'infra, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'infra que j'ai oublié de vous dire? Les migrations de version, tu dis que ça tourne sur Red Hat. Ouais. Red Hat 4, 5, 6, 7. 5 et 6. 5 et 6. Et vous arrivez à migrer en temps 7, on s'est posé la question d'aller voir CentOS. Puis en fait, on l'a toujours pas fait parce qu'on fait d'autres trucs. Les migrations de 5 à 6, ça a été Yum Update et ça a marché. Les 3 machines sur lesquelles on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on savait qu'il y avait une dépendance qui n'allait pas marcher et on les garde. Voilà, on a du satellite pour gérer les proxys. Puis Red Hat, ils sont sympas, ils ne nous font pas payer les licences, donc quelque part, c'est compliqué parce que quand on veut plus de licences, il faut aller taper à la farte, il faut dire ouais, ça pourrait le faire les gars. Vous êtes qui? Quoi? Vous avez tout ça et vous payez rien? Oh! Voilà, mais dans l'idée, on est voilà, on a des bonnes relations avec Red Hat. En plus, vous faites tout le développement qu'il faut pour. Enfin, c'est vous qui faites le développement pour GT-Code 3, c'est vous qui faites le développement pour Wayland, c'est pas nous. Nous, on a 2 gars qui font du Linux, le reste des gars qui font du Linux, ça c'est marrant, ils sont à redhat.com ou à fedoraproject.org. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'infra? Vous avez des questions? Ouais, je crois que j'ai fini. Il est quelle heure? Oh, j'ai parlé longtemps. Si vous avez des questions, en fait, c'est open bar. Je répondrai à toutes les questions auxquelles je peux répondre. Il n'y a pas de questions. Excellent. Bah, j'ai terminé. Ouais. Vis-à-vis de la politique de blocage des pubs, Ouais. Qu'en est-il? Alors, on n'est pas obligatoire, non? Alors, la réponse que je vais donner, c'est pas une réponse officielle, c'est une réponse personnelle. L'outil permet de le faire. Donc Firefox permet de faire le blocage du pub si tu veux. Je pense pas qu'on est dans les plans à long terme de bloquer toute la pub. Parce qu'on sait bien que si les gens qui écrivent ce que tu veux lire sur Internet, c'est leur gagne-pain et qu'ils ne touchent plus rien, ils vont arrêter d'écrire. Donc on ne veut pas tuer ça. D'un autre côté, on se rend bien compte que de temps en temps, il y a beaucoup de pubs et que c'est difficile à lire. Donc on fait des choses comme ça. Donc je vais prendre. Ah merde. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que je suis pas. Ah, vous voyez pas. Bah, c'est pas grave, vous avez rien raté, j'ai rien fait encore. Tux. Hop. Hein? Il y a un bureau qui s'affiche. Ouais, il fait chier, il devrait être en mode miroir. C'est bon, vous voyez ce que je fais? Voilà. Donc voilà, je suis sur une page du Monde. Et bah, comme vous voyez, il y a plein de pubs. C'est pas forcément toujours évident de savoir ce qu'on veut lire, mais il y a un petit truc qu'on a ajouté il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le mode lecture sympa. Hop, ça vire toute la pub et on peut lire. Et là, on n'a rien bloqué, donc là, le Monde a fait sa pub, tu l'as vu, le temps que tu cliques. Quand tu vas revenir en arrière, tu pourras le revoir. Donc en fait, en termes pour répondre à ta question, on ne peut pas bloquer la pub, parce que si on le fait, on tue Internet. Tu peux cliquer dessus là, juste pour voir du coup avec le pop-up. Ouais. Je sais pas, j'ai cliqué sur le pop-up avant. Donc, on a pensé à un moment mettre en place un service où les gens, genre un pot, tu dis, bah voilà, moi je veux bien soutenir le reste, puis je mets, ça s'appelait Subscribe to the Web, mais on n'a jamais été jusqu'au bout, où tu mets, par mois je vais dépenser 10 € pour pas avoir de pub. Puis en fait, si tout le monde fait ça, à la fin, il y a moyen de distribuer de l'argent sans voir de la pub et sans qu'on sache que
ça fait 3 jours que tu regardes les pubs pour Ferrari. Donc quand tu vas aller sur ton site favori, tu vas plus voir que des pubs pour Ferrari. C'est un truc sur lequel on essaye de travailler, mais je pense pas qu'on n'y arrive pas pour l'instant. En même temps, si vous vivez des biens sponsorisés... Ouais, mais c'est pas... Ouais, en fait, on vit de ça. Alors, je vais te montrer de quoi, je vais te montrer de quoi on vit. Voilà, OpenStack, voilà. Aujourd'hui, et comme on est en France, ça compte pas. Donc, ça compte plus pour les US que pour nous. Donc aujourd'hui, tu vois, ça c'est des recherches Google sur OpenStack. Il y a 1, 2, 3. Si je clique là, il ne se passe rien. Si je clique là ou là, il y a une partie de combien a payé ça et ça pour être présent là qui vient et une partie non négligeable. Genre, oui, mais Google il fait son argent avec la pub. Si ouais, mais on arrête d'afficher la pub, Google ouais, mais c'est. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est bien le problème qu'ont certains bloqueurs de pub. C'est AdBlock+. Ouais. Eux, leur business model, c'est voilà, nous on bloque toutes les pubs, mais si tu es un publicitaire et tu viens nous voir et tu nous donnes de l'argent, cette pub-là, on la bloquera pas. Voilà, donc. Mais ça paraît quoi qu'ils vont faire pareil. Ils ont des projets. C'est l'industrie qui fait la pub a réalisé qu'il y avait un problème parce que ils se sont rendus compte que au jeu du chat et la souris, ils seraient toujours en retard. C'est-à-dire que le bloqueur de pub aurait toujours l'avantage d'être présent avant qu'ils trouvent la faille pour passer autour. Donc ils ont réalisé qu'il fallait peut-être que eux, ils changent aussi la manière dont un, ils vendaient leur pub, dont 2, ils allaient l'afficher, et dont 3, ils allaient. C'est quelque chose qui est en train de changer. Comment ça va changer, je ne peux pas te le dire. Est-ce que Mozilla est impliqué? Oui. Est-ce qu'on est impliqué de la manière dont il faut? Je ne sais pas. Et alors du coup, c'est valable sur tous les moteurs de recherche, uniquement sur celui par défaut. Le revenu de la personne. Ça dépend. Genre DuckDuckGo, vous rapportez. Non, DuckDuckGo, ça ne rapporte rien. Non, Google, alors... Non, Yahoo, Yandex, en Russie, en Ukraine, en Turquie, Yandex. Voilà. Voilà, ouais, non mais voilà. tu fais pas de recherche en cyrillique. Voilà, donc il y a Yahoo, Yandex, il y a, je sais plus c'est qui en Chine, mais c'est quelqu'un d'autre en Chine. Non, c'en est un autre. Ou c'est peut-être Baidu, je sais plus. Il y en a un en Chine, et puis dans le reste du monde, c'est machin. Et en fait, le choix du moteur de recherche par défaut est pas toujours à notre avantage. C'est sûr. On essaye d'abord que ce soit quelque chose qui soit pertinent pour l'utilisateur. Bon, l'année dernière, on a dit « fuck you Google », parce qu'avant, c'était Google partout. Enfin non, au début, c'était en fonction de l'utilisateur, et puis en fait, c'est comme on a vu que ça nous faisait de l'argent en 2005, on a dit « ah, c'est bien ça, on va garder ce truc-là ». Et puis l'avant-dernière fois, on a négocié avec Google, on veut bien, mais il faut qu'on soit le défaut partout. Et c'était pas le défaut en URSS, par exemple, en Russie. Donc les Yandex, ils nous ont fait un peu la gueule. Ah non les gars, c'est pas cool. Et puis là, c'était quand? C'était l'année dernière, on a dit fuck off. Parce que Yahoo, ils sont venus nous dire voilà, nous on voudrait redevenir quelque chose dans la recherche, pas être que Google. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, comment on arrive à être le premier sur Google? Non, le premier n'est pas payant. Alors, le premier pas payant sur Google, c'est... il y a 10 ans, c'était en fonction de combien il y avait de liens qui pointaient vers toi, combien, si tu étais sur demos.org, si tu étais sur ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est ces valeurs d'il y a 10 ans, plus un historique de recherche compilé. C'est-à-dire que chaque fois que tu cherches quelque chose sur Google, quand tu cliques sur un lien, Google le note. Et ça donne du poids au lien que tu as. Donc si tu as 3 résultats et que ça bouge, si tous les utilisateurs se mettent à cliquer sur le 3e lien, au bout d'un certain temps, ce 3e lien va se retrouver en premier parce que c'est le choix des utilisateurs. Donc Google se dit, voilà, sur les résultats présentés, et ça marche que sur la première page parce que personne ne regarde la 2e, la 3e, Google note qui va où, et en fonction de ça, ajuste la justesse de ses résultats. Donc en fait, Yahoo, pour
Yahoo, pour avoir ces données que tu ne peux pas avoir autrement qu'en ayant des utilisateurs, sont venus nous voir, ils ont dit, bon les gars, il n'y aurait pas moyen qu'on s'arrange. Donc on a fait un deal. On a fait un deal où on a dit, OK, aux US, on va passer Yahoo par défaut à la place de Google pour les nouvelles utilisations et pour tous les utilisateurs qui n'ont pas changé leur moteur de recherche par défaut. C'est-à-dire que si tu n'avais rien changé, tu te retrouvais du jour au lendemain à Yahoo parce qu'on avait décidé qu'en fait tu ne savais pas trop ce que tu faisais, donc tu ne sais pas trop ce que tu fais, ça ne va pas trop changer pour toi, puis ça va donner de la valeur à Yahoo, et Yahoo en échange ils vont faire de la pub pour nous, en échange ils vont travailler, ils vont être plus open sur certaines choses qu'ils font, voilà. Parce que le gros problème qu'on a avec Firefox, c'est tout plein de... Il y a des gens, ils installent autre chose que Firefox et ça change leur navigateur par défaut dans Firefox. Ils se retrouvent avec une barre de menu, avec des machins, des trucs. Et voilà. C'est sous Windows, on est d'accord. Ouais, non. Donc voilà. Donc, et nous, pour vous donner l'idée, on est à peu près 1000 à bosser chez Mozilla. Et on est 1000 parce que on fait 3 produits. J'ai dit 3 produits, ouais, c'est ça, 3 produits. Plus maintenir des wikis, maintenir de la doc, genre développeur.mozilla.org qui est la référence pour le langage JavaScript et pour le HTML et le CSS. Voilà, il faut bien que ça nous on pourrait mettre de la pub, mais on voit pas l'intérêt, donc on essaye toujours. Et c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on se foire, on essaye toujours de mettre l'utilisateur dans le centre des décisions qu'on fait. Bon, puis des fois, on a un chef pourri qui comprend pas, et voilà. En termes d'infra, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. La plupart des choses qu'on fait sont soit dans ag.mozilla.org, c'est-à-dire notre répertoire Mercurial, soit sur GitHub, /Mozilla, on a tout un tas de projets là-dessous, où on fait des choses. On fait un langage, on fait un nouveau navigateur basé sur ce langage, on fait tout plein de trucs on fait tout plein de développement. Comme on a plein d'applis web, même si ça ne se voit pas qu'on a plein d'applis web, on a tout plein de trucs pour les applis web qui traînent là-bas. On a des trucs pour Puppet, on a des trucs pour Ansible, enfin, dès qu'on peut, on a encore la culture en interne qui dit que dès qu'on peut, on partage. Il y a d'autres questions ? Pour relancer les bugs, les modifications au niveau des sources, etc. Alors, pour l'ordonnancement des builds, pour l'instant on utilise BuildBot et on va passer à un truc qui s'appelle Task Cluster qu'on a développé ces 2 dernières années. En gros, je regarde je regarde Mercurial. Ah, il y a eu un changement, je build. Sauf si dans le commentaire du changement, il y a don't build. Ça, c'est pour les projets lourds, c'est-à-dire pour les projets pour Firefox. Pour tout ce qui est web, c'est Travis. On a du Travis qui tourne pour ça. On n'a pas fait notre sauce à nous. Oh, il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour nous, on va le prendre, on va l'utiliser. Quel est l'intérêt du Task Cluster par rapport à Windows ? Je t'enverrai les. Je l'ai pas lu. J'ai pas lu pourquoi on passait à Task Cluster, mais c'est des problèmes d'intégration. C'est des trucs d'automatisation, parce qu'il y a une partie du développement qui se fait sur GitHub, donc Firefox OS, il est développé sur GitHub, donc il faut que ça revienne dans Mercurial. Et quand ça revient dans Mercurial, ça fout généralement la grouille pour le reste. Donc Task Cluster permet de gérer ça un peu mieux et permet de faire des autocommits. Ça permet de gérer les autocommits d'une meilleure manière que BuildBot le fait et des greffons qu'on a mis sur BuildBot. C'est plus une histoire de workflow que de vitesse ou de stabilité de la compile. C'est plus à la fin de la compile, on veut voir que c'est rentré dans le tri final. Hop, ça ferme le bug automatiquement parce que c'est arrivé là. Vous avez sorti une version iOS, c'est ça ? Elle est sortie. Ouais. Donc la version iOS, c'est pas notre.
c'est pas le moteur de rendu que tu utilises, c'est le même le moteur de rendu que tous les autres navigateurs que tu auras sur iOS. La différence, c'est qu'on va te faire de l'intégration avec Firefox Account, et Firefox Account, c'est un service qui permet d'avoir un compte et qui permet de faire la synchro entre ton téléphone et ton machin. Bon, tu es dans le métro, ouais, on a un métro ici, c'est bon. Tu es dans le métro, tu trouves un article qui te plaît, puis tu n'arrives pas bien à le lire parce que le site il est mal. Tu le synchronises, tu arrives à la maison, tu ouvres ton Firefox, pouf, tu n'as pas besoin de faire un copier-coller, tu n'as pas besoin de taper, c'est là. Pareil pour tes bookmarks. Tu rajoutes un bookmark à la maison, et puis tu es au bureau, tu te souviens plus c'est quoi, mais tu as fait la synchronisation entre les deux, ben voilà. C'est surtout pour ça. Ouais. Vous avez un outil de revue de code? Les développeurs review le code des autres Ouais. développeurs? Ouais. C'est quel outil? Diff. Ça serait... En fait, alors, le workflow, jusqu'à présent, le workflow, c'est ça. Je fais mon patch, je l'attache au bug, et je sais puisque je bosse sur une partie du code qui est là, la partie du code, elle appartient à machin, machin, machin et machin. Comme je bosse avec eux, je sais lesquels sont dispo pour faire les reviews, je demande, hop, viens voir. Il vient voir, blabla. Aujourd'hui, on est en train de plugger un truc qui s'appelle Review Board dans Bugzilla. Donc Review Board, ça donne des diffs plus jolis. Ça permet de cliquer sur des liens, de voir le code complet. Ça permet de faire toutes les choses que tu peux faire manuellement quand tu es en train de faire ta code review dans l'interface web du machin. Et l'idée à la fin, c'est que quand c'est encore en dev, c'est pas fini. L'idée à la fin, c'est quand on aura fini le review board, tu fais R+, ça commit automatiquement, ça te donne les résultats du commit. Si le commit est bon, enfin si les résultats du commit sont bons, ça commit dans la branche d'intégration. Et puis en fait, s'il n'y a personne qui fait de backout sur la branche d'intégration pendant 24 heures, ça va finir dans la branche finale. C'est Bugzilla en fait. Ouais, c'est Bugzilla avec un greffon. Parce que c'est pas un petit greffon. Il y a 3 ou 4 machines spécifiques pour le faire tourner ce greffon-là. Voilà. Ouais, c'est Bugzilla. Mais on a un petit Bugzilla, nous. Hein. Les gens qui ont des gros Bugzilla, ils sont là-bas, là. Avec les chapeaux rouges. Ouais, ils en pleurent. Hein. Ils pleurent beaucoup. Ah, mais je sais, en plus, Ouais, bah oui. Bah. Disons qu'il n'y a pas de doute qu'il y avait une infrastructure pourrie. Bah, en fait, on a une infrastructure qui a 10 ans, donc voilà, c'est un truc très humain. Tu commences un truc, puis il y a un gars qui arrive et qui dit oh, ça c'est de la merde, on va faire comme ça. Puis il y a le gars qui savait, qui se fait virer, qui oublie de dire avant de partir parce que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas touché, ça marche. Il y a le nouveau qui arrive qui fait qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Je comprends pas, j'enlève. Putain, il n'y a plus rien qui marche. C'est quoi que j'ai enlevé? Merde, il n'y a pas d'historique. Qu'est-ce que j'ai tapé dans mon... Ah, c'est ça, ok, c'est bon. Enfin, tu vois. Mais moi, je trouve que par rapport à ce que j'ai vu ailleurs dans d'autres grosses boîtes, c'est pas si pourri que ça. Moi, j'ai vu des grosses boîtes où il y avait 1000 machines et puis ils n'avaient pas d'outils pour gérer ce qu'il allait avoir sur les machines. Puisque mon travail à moi, c'était de déployer ce truc-là. Alors, moi, j'ai vu ça dans des boîtes qui ne sont pas vieillies. Ouais, ça dépend de la taille. Après, c'est toujours... Moi, j'ai toujours constaté que quand c'est une petite boîte, il y a 5 personnes, ça peut être un bordel couvré. Au final, tant que les 5 personnes restent, c'est pas un souci. Quand il y en a un qui part, avant qu'il parte, il faut faire bien boire et puis il faut qu'il aille écrire dans le wiki tout ce qu'il doit écrire. Voilà. Mais ça marche plus au-dessus de 100. Au-dessus de 100, tu n'arrives plus à suivre, donc au-dessus de 100, bah voilà, tu as besoin d'outils. Et les outils, ça a un coût, un temps de mise en œuvre. Donc le temps que tu payes, le temps que tu mettes en œuvre, il y a un historique qui s'est construit, que tu vas mettre un certain... c'est comme quand dans le code, quoi. Il y a des bouts de code qui sont là, qui sont vieux, qui ont 20 ans, que personne n'a touché, puis il y a quelqu'un qui un jour il dit tiens, je vais changer ce truc-là parce que ça a l'air d'être un gros bug. Ah ouais, tiens, tout le monde pouvait... SSL, tout le monde pouvait s'en... Voilà, il y a 20 ans, il y avait le trou. Ah. Voilà, c'est pareil. Sauf que c'est moins visible parce que c'est restreint à juste une infra. Et je crois que j'ai jamais vu d'infra qui était clean, correct, construite correctement depuis le début. Parce que quelque part, c'est toujours construit par des humains. Il y a toujours le facteur, ouais, on va faire ça. Ah ouais, chef, on a trouvé ça, c'est encore mieux. Ah ouais, d'accord.
Et puis il y a la moitié qui est faite, l'autre moitié qui n'est pas faite, et voilà. D'autres questions? Bon, voilà, j'espère que j'étais pas trop chiant et que vous avez appris des trucs quand même.